BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, notre globetrotter Ben Aouda Abdelhaim pour sa revue mondiale de toutes les études publiées récemment. Et puis notre bibliothécaire Eva Jaco qui poursuit cette saga Paul Loussoulitzer que nous avons décidé donc de remettre sous le feu des projecteurs. Mais tout de suite, on démarre avec nos invités. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. Le changement climatique, la crise du Covid, la guerre en Ukraine ont remis l'alimentation au premier rang de nos préoccupations. Comment préserver notre autonomie alimentaire? Quels modèles agricoles vont permettre de nourrir les hommes sans abîmer davantage la planète? Réponse avec nos deux invités qui, vous allez le voir, vont nous proposer deux visions. Alors, je ne sais pas si on peut les qualifier d'antagonistes, mais en tout cas, deux regards complètement différents justement sur l'avenir de notre agriculture et c'est ça qui les rend passionnants. Alors une vision que je vais qualifier plutôt pragmatique, confiante dans la capacité des paysans et de l'innovation à relever le défi d'une agriculture plus performante et plus verte, c'est celle de Sylvie Brunel. Bonjour Sylvie. Bonjour. Sylvie, vous êtes professeure de géographie à la Sorbonne et vous publiez « Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre » chez Buchet-Chastel. Et puis, une autre vision plus systémique qui défend, elle, plutôt un changement radical de modèle. C'est celle de Mathieu Calam. Vous la qualifiez d'utopie réaliste, votre vision qu'on va largement détailler. Mathieu Calam, vous êtes agronome, directeur de la fondation Charles-Léopold Meyer et vous publiez La révolution agroécologique, se nourrir demain. C'est dans la collection La République des idées aux éditions du Seuil. Sylvie Brunel, je commence avec vous. Alors, votre livre, clairement, c'est d'abord un cri d'amour pour les paysans. Oui, un cri d'amour et un cri d'alarme. Cri d'amour parce que j'ai travaillé longtemps dans les organisations humanitaires où nous étions systématiquement confrontés aux crises alimentaires. Et puis un jour, je suis arrivée en France, je suis revenue en France et j'ai été extrêmement choquée par l'écart qui séparait l'excellence de l'agriculture française, tout ce qu'elle mettait en œuvre pour répondre à nos attentes, de sécurité alimentaire, mais aussi de verdissement. Et puis les critiques incessantes dont ils étaient l'objet, ces espèces de ricanements ou de renvois à des micro-modèles de pénibilité. Vous dites jamais on a eu autant besoin des agriculteurs, jamais on ne les a autant maltraités. Oui, je suis extrêmement marquée par le fait qu'il s'agisse de la question de l'eau, des traitements, de la pénibilité du travail, des relations avec l'énergie et puis surtout de la question nourricière, nous ne savons plus ce qui se passe dans les campagnes. En fait, vous dites, ils sont souvent considérés comme le problème, alors qu'en fait, c'est eux qui ont toutes les solutions. Ce sont les solutions, bien sûr. Ils ont les solutions parce que non seulement ils assument une fonction nourricière, mais comme ils sont pleinement engagés dans la révolution agroécologique, mais je ne veux pas empiéter sur ce que dira Mathieu dans quelques instants, eh bien, ils assurent aussi la fourniture de chimie verte, ce qu'on appelle le biosourcé. Ils assurent aussi les énergies renouvelables. Ils stockent le carbone dans les sols par des bonnes pratiques. Ils se préoccupent du bien-être animal et ils diminuent de plus en plus l'usage de ces fameux produits de traitement dont nous ne voulons plus, en ayant oublié quand même que les contaminations bactériologiques continuent d'endeuiller l'humanité. Alors vous avez quand même une cible qui vous agace particulièrement. Enfin, il y en a deux. Il y a ce qu'on pourrait appeler, franchement, allez, on va dire les médias de gauche, ou les médias un peu bobos, les médias un peu étatiques, et puis pareil, les bobos qui sont des écolos de salon, quoi, en fait. Et alors ceux-là, vous pouvez pas les supporter. Vous dites, en gros, ceux qui glorifient les petits jardiniers par rapport aux gros agriculteurs, sans réaliser que finalement les petits jardiniers, ils ne nourrissent personne, que leur généralisation serait un drame pour notre sécurité alimentaire et que ces jardiniers finiront dans la précarité absolue alors que nous n'aurons plus rien dans nos assiettes. C'est très bien résumé. Le problème, c'est vous qui l'avez écrit, hein, je vous cite. Non, je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'est mieux dit par vous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on écoute effectivement des personnes qui n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement dans les campagnes, on entend préconiser des petits modèles, alors que déjà le monde agricole
peine à recruter de la main-d'œuvre. Les gens ne veulent plus aller défricher la terre. Et puis surtout, on a l'impression que tout ce qui est petit, tout ce qui est traditionnel est bien. Et pour le reste, on parle d'agriculture productiviste, mais ce n'est pas vrai. En France, l'agriculture reste familiale, ce qui ne l'empêche pas de répondre à un grand nombre de défis, sachant qu'en même temps, cette agriculture, elle est en train de dévisser, justement parce que, faute de reconnaissance, faute de respect, les producteurs agricoles se découragent. On est en train de désagriculturaliser la France, comme on l'a d'ailleurs avant désindustrialisé, et comme on a commis aussi beaucoup d'erreurs dans l'énergie, sur lesquels on est en train de revenir. Alors, pour donner un ordre d'idée, justement, sur cette espèce d'illusion que des toutes petites exploitations pourraient nourrir finalement des grandes villes, vous dites la nourriture locale, c'est à peu près 2% de la nourriture qu'il est nécessaire de fournir aux grandes métropoles. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les grandes métropoles, c'est le rapport du sénateur Gillet, ne s'approvisionnent localement qu'à concurrence de 2% de leurs besoins. Et je continue, si la Bretagne passait en circuit court, elle n'utiliserait que 7% de sa production, mais Paris mourrait de faim parce qu'il n'y aurait pas Rungis. Donc il faut bien comprendre que la sécurité alimentaire, ce sont les échanges. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas associer les modèles. Dans les projets alimentaires territoriaux, il y a de la place pour tout le monde, mais il faut arrêter de penser que les gens vont revenir cultiver la terre comme leurs ancêtres. Alors même chose sur la chimie, vous dites... en fait, c'est incroyable qu'on autorise plein de choses dans la vie quotidienne, même pour les animaux domestiques, et qu'on interdit finalement les mêmes traitements aux paysans pour les animaux qu'on va manger. Oui, il y a plein d'exemples, mais nous on utilise le terme de pesticide qui est tout de suite péjoratif. En fait, ce sont des médicaments pour les plantes et les animaux. Leur usage ne cesse de se restreindre parce qu'ils coûtent cher et que l'agriculteur ne les applique pas pour le plaisir. Mais il faut quand même être conscient qu'ils nous protègent malgré nous de maladies dont nous avons oublié l'existence et qui continuent de faire des ravages dans les pays du tiers-monde, comme les mycotoxines. Est-ce qu'on risque de manquer de nourriture un jour ? Eh bien oui. Oui, on risque de manquer de nourriture parce qu'on se rend compte que la production agricole baisse, par exemple dans le domaine de l'élevage. On a perdu plus de 850 000 vaches en l'espace de 15 ans. Il y a de plus en plus de difficultés pour des installations en laitier, par exemple, alors qu'il y a 4 litres de lait sur 10 qui franchissent nos frontières pour nourrir des pays déficitaires. Le Maghreb, l'Afrique subsaharienne dépendent de nos céréales. Nous sommes les premiers exportateurs de semences au monde, et notamment de semences de maïs. Mais les producteurs se découragent. Et demain, on voit bien, vos antennes parlent beaucoup en ce moment de l'inflation alimentaire, du problème du panier de foyers qui se serrent de plus en plus la ceinture, eh bien, on court le risque de perdre cette richesse agricole française aujourd'hui. Et alors, vous rappelez, en plus, quand on parle de sécurité alimentaire, vous rappelez la loi de King. Oui, cette loi de King, elle montre que toute variation, même minime, dans l'offre alimentaire, à la hausse ou à la baisse, se traduit par des prix qui n'ont aucune mesure. Vous allez avoir une baisse de 5% de production, mais les prix vont être multipliés par 2. On l'a bien vu au moment de la guerre en Ukraine, puisque la Russie et l'Ukraine étaient des gros exportateurs de blé, de maïs, d'huile et d'engrais, et les prix ont explosé. Parce qu'il y a peu de pays qui font l'équilibre sur les marchés Il n'y a que 10 pays. En fait, il y a une dizaine de pays qui sont des grands exportateurs de céréales. La France a la chance de faire partie de ces pays, mais attention, on glisse. Alors, les solutions, Sylvie Brunel. Vous dites, l'objectif pour arriver finalement à bien nous nourrir et à finalement moins maltraiter la planète, c'est la révolution triplement verte. Vous dites il faut produire plus, il faut payer mieux les paysans et il faut mieux protéger la nature. Exactement. Comment on fait ? Eh bien, on fait ce que toutes les filières essaient de mettre en œuvre aujourd'hui, c'est-à-dire des démarches de transition écologique où elles réfléchissent à toutes leurs pratiques de façon à optimiser l'utilisation des semences, l'utilisation des produits de traitement, l'utilisation des fertilisants. La recherche aussi d'une plus grande autonomie des exploitations, parce que vous le savez, on dépend beaucoup aujourd'hui des engrais importés. Donc il faut travailler sur l'organique, sur tout ce qu'on appelle le biosourcé. Toutes les filières sont engagées dans cette démarche. Encore faut-il qu'elles soient respectées, parce que l'agriculteur, en fait, il a vraiment l'impression que plus il en fait, plus on lui en demande. Et puis surtout, on l'empêche aujourd'hui de faire appel au génie génétique. Il y a tout le problème de l'eau. Vous savez, toute cette question aujourd'hui du changement climatique. Donc il faut qu'il soit encore plus résilient, mais on lui interdit de stocker l'eau. Il y a tout le problème aussi de l'usage des traitements en Europe.
Et dans le monde, on utilise tout un grand nombre de molécules qui sont interdites en France. Donc c'est compliqué aujourd'hui d'être agriculteur. Oui, parce que vous le soulignez bien, vous défendez vraiment la complémentarité de tous les modèles de production. Oui. Vous dites qu'il n'y en a pas un qui est... Mais par contre, moi ce qui m'a frappé, c'est que vous dites attention, quel que soit le modèle qu'on choisit, il faut qu'il soit performant. Il faut qu'il soit performant et ça demande énormément de connaissances, énormément de technicité, de l'expertise, des technologies de pointe. Et des prix. Et c'est pas finalement quelque chose qui est un simple retour à des modes de production antérieurs. Non, les écosystèmes en fait sont de plus en plus complexes, c'est-à-dire qu'il faut connaître la nature, connaître les sols, connaître l'eau. On a besoin d'outils d'aide à la décision, par exemple les drones ou toute la cartographie satellitaire des parcelles pour pouvoir intervenir juste à l'endroit où c'est nécessaire. Vous savez d'ailleurs que dans le fameux Green Deal de l'Union européenne qui veut réduire de 50% l'usage des phytos, eh bien les nouveaux outils qui permettent une pulvérisation d'ultra précision avec des capteurs intégrés pourraient nous permettre de respecter le Green Deal. Encore faut-il qu'on ait les moyens de mettre en œuvre cette révolution numérique, robotique et génétique. Ce sont les 3 piliers de la révolution agricole. Il faut des agriculteurs performants. Alors, payer mieux le paysan, ça risque d'être compliqué parce que vous dites payer celui qui produit, c'est dur à faire accepter, comme si la nourriture ne devait rien valoir puisqu'elle est vitale. Oui, c'est l'idée que l'agriculteur est d'intérêt général et que finalement, eh bien, là, nous nous sommes habitués à ne manquer de rien. Nous sommes des enfants gâtés ou des enfants gavés. En réalité, vous pouvez jouer sur le prix de la nourriture soit par les quantités, soit par la décision, par exemple, de la restauration publique de privilégier des modèles de proximité où on va faire du court, du local, du bio. C'est tout à fait possible. Mais vous savez bien que quand vous dirigez une cantine ou une maison de retraite, vous allez regarder le critère du prix. Et finalement, on va demander à nos agriculteurs d'être parfaits et on va importer de plus en plus en provenance de pays qui ne respectent pas du tout ce qu'on demande sur les normes sociales ou sur les normes environnementales, de la nourriture sur le seul critère du prix. Alors, ça veut dire qu'il faut être très interventionniste dans l'agriculture et il ne faut pas renvoyer les agriculteurs ni au passé ni à la pénibilité. Très interventionniste dans l'agriculture, ça va peut-être converger avec certaines des propositions de Mathieu Calam. Mathieu, vous faites un peu le même constat sur la prise de conscience avec tous les événements qu'on a déjà cités. Vous dites, ça a mis en évidence notre double dépendance aux produits agricoles importés, alors que la confiance dans le commerce mondial diminue, et dépendance aussi aux fossiles, aux engrais qu'il faut pour fabriquer, alors qu'on connaît tous leurs effets nocifs sur l'environnement. Oui, tout à fait. En fait, le processus agricole, il s'est industrialisé pendant 2 siècles, comme ça a été décrit. Il partage la même puissance et les mêmes travers de l'ensemble de l'activité industrielle, notamment une dépendance à un certain nombre de ressources naturelles dont on va devoir se passer, soit parce qu'elles sont en voie de disparition, soit dans le cas de ce qu'on appelle l'énergie fossile, mais qui est de la biomasse fossile, enfin des hectares fossiles d'il y a plusieurs millions d'années. On va devoir s'en passer du fait du dérèglement climatique et de ses effets qu'on voit d'ailleurs déjà avec les sécheresses. Donc oui, effectivement, il va falloir écologiser la société et une société écologique devra produire une agriculture écologique. Alors effectivement, c'est la différence avec Sylvie Brunel. On sait bien que vous êtes plus pragmatique et que vous dites, avec l'innovation, finalement, le génie créatif des paysans, on peut améliorer le modèle existant. Vous dites non. Ce modèle, il est à bout de souffle, comme le modèle industriel finalement est un peu en bout de course, et donc il faut changer radicalement notre façon de penser. Alors, comment justement on s'y prend? C'est-à-dire que quelle est finalement la logique de ce nouveau modèle que vous proposez, cette révolution agroécologique? On l'a fait comment? Alors d'abord, le pragmatisme, ça dépendra de l'avenir. C'est l'avenir qui dira qui était pragmatique. Ouais. C'est une pétition de principe de considérer qu'une position est plus pragmatique que l'autre. Je pense que ma position est extrêmement pragmatique et fondée effectivement sur 50 ans de recherche sur l'état de l'environnement. L'idée, c'est qu'il y a la pérennisation du mode de fonctionnement actuel qu'on peut perfectionner. Mais quand vous êtes dans l'impasse, c'est pas pragmatique de continuer tout droit. Est-ce qu'on en est général, vous retournez. Voilà. Ouais. Et c'est ça la question. C'est peut-être la question qui est en débat. Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui démontrent qu'un système qui, grosso modo, s'est mis en place, je dirais, idéologiquement au XVIIe, XVIIIe siècle, pratiquement au XIXe siècle,
dans lequel d'ailleurs l'Allemagne a joué un très grand rôle. La chimie allemande a été très puissante et ce système-là arrive à bout de souffle. Je parlais tout à l'heure des hectares fossiles. En fait, nos sociétés vivent avec un excédent de fertilité qui a plusieurs millions d'années. En quelque sorte, c'est une image, hein, mais quand vous tournez la clé de contact de votre voiture, vous brûlez des bûches qui ont plusieurs millions d'années et on ne pourra plus utiliser ce capital-là. Et donc, effectivement, il va falloir faire autre chose. Faire autre chose, c'est comment... Juste une parenthèse, justement, avec une réflexion que j'ai trouvée très profonde. Vous dites, dans l'agriculture pré-industrielle, l'agronomie augmentait la productivité de chaque exploitation. Vous dites, dans l'agriculture industrielle, l'agronomie augmente la productivité de façon exogène avec l'apport finalement de beaucoup d'engrais, d'intrants, d'hydrocarbures, etc. Voire les échanges aussi. Et on n'est plus du tout dans le même modèle. On n'est plus du tout dans le même modèle, notamment parce que souvent, alors c'est ce qu'on croyait encore au XVIIIe siècle, c'est pour ça que l'agriculture est considérée comme une activité dite primaire. En réalité, l'agriculture industrielle, pour produire, a besoin de toute une industrie amont. Ouais. Elle a besoin des champs de pétrole de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Elle a besoin du gaz russe et qatari pour faire des nitrates. Elle a besoin de matériel agricole. Donc en fait, l'agriculture maintenant est un maillon dans une chaîne industrialisée qui, encore une fois, a démontré une très très grande efficacité dans des tas de domaines. Ça, c'est incontestable, mais qui va devoir être réformée profondément. Donc, avec un souci de sobriété qui va être commun pour tout le monde. Notre président nous a bien prévenu que c'était la fin de l'abondance. Alors, j'aimerais, avant que vous nous expliquiez quand même les grands principes d'une politique agroécologique, il y a toute une partie de votre livre, le début, qui est passionnant sur le bilan que vous faites des politiques agricoles modernes, entre guillemets, sachant que la première politique agricole moderne, dites-vous, c'est celle qu'a menée le Danemark. Quel bilan on peut tirer? Parce que s'il y a bien un secteur qui... a évolué en fonction de toutes les politiques qui ont voulu le régir, c'est quand même l'agriculture. Oui, en fait, le monde paysan, il disparaît dès le 19e siècle, en réalité, puisque la société paysanne produit aussi bien, c'est aussi les artisans. Donc, le début de l'industrialisation de l'agriculture, c'est quand le monde rural perd tout son artisanat. Et donc, il y a un nouveau modèle qui se met en place, qui est un modèle industriel. Et effectivement, le grand débat qu'il y a eu, qui avait des connotations d'ailleurs extrêmement politiques aussi, c'est faut-il finalement industrialiser l'agriculture comme on a industrialisé l'artisanat? Alors, il y avait des raisons politiques, c'est-à-dire qu'il y avait très peur de la contamination rouge. Et donc, globalement, et le cas du Danemark d'ailleurs est assez intéressant, puisqu'ils ils décident finalement de sacrifier les grands propriétaires au profit de ce qui était à l'époque la classe moyenne dans l'espace rural, les propriétaires médians, pour les spécialiser, pour les accompagner, et ils vont en fait freiner d'une certaine manière l'accumulation de capital en agriculture en détruisant en fait la grande propriété qui s'est reconstituée depuis. Alors ils le font au Danemark, mais évidemment la grande propriété dominait dans l'espace colonial, puisque le sucre, enfin vous voyez. Ouais. Et d'ailleurs le Danemark développe ce modèle-là, mais en ayant une agriculture de niche. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il s'intègre dans ce qu'on appelle ce que les historiens appellent le food regime britannique. C'est-à-dire qu'ils vont abandonner la production de céréales, se concentrer sur la transformation de céréales importées notamment de Russie, plutôt de la Baltique en général, puisque la Pologne produisait également, et la Prusse. Et ils vont transformer, ou des États-Unis, ils transforment ces céréales en lait, en gros, et en cochon, pour faire vite, qui vendent sur les marchés en plein essor des métropoles industrielles, que ce soit anglaises et ensuite allemandes. Et effectivement, c'est ce modèle-là qui, au fond, va servir au XXe siècle de matrice pour tous les autres pays, puisque la Grande-Bretagne, elle, avait suivi un autre modèle qui était de dire... On n'a pas besoin d'avoir de politique agricole parce qu'on a les colonies. Donc l'Inde, en fait, était un gros pourvoyeur de biomasse. Alors, Mathieu Calame, quels sont les grands principes d'une politique agroécologique ? Alors, les grands principes d'une politique agroécologique, elles doivent s'inscrire d'abord dans des principes d'économie générale. Hein. Donc, l'idée, c'est d'essayer de produire avec peu, c'est-à-dire que
On évoquait tout à l'heure la fertilité. Le propre d'un écosystème, c'est qu'il produit avec rien, pour ainsi dire. Si vous prenez une forêt, évidemment, une forêt ne consomme pas de pétrole. Donc la question va être de limiter les intrants et en même temps, et c'est là que je rejoins Sylvie Brunel, il faut que l'agriculteur puisse être, ou le producteur, ou le néo-paysan, je ne sais pas quel nom il aura, parce que le mot agriculteur est une réalité sociologique d'un moment, et là le choix c'est entre agri-manager et néo-paysan. On va appeler ça le néo-paysan. S'il doit vivre, il doit pouvoir avoir une rémunération. Et là, tout le débat est le suivant, et qui est un débat assez compliqué, c'est que comme vous avez... la production alimentaire, c'est pas la production de chaussettes, c'est-à-dire que vous pouvez, ou de voitures, vous pouvez décider d'accélérer un peu votre production ou de la réduire selon le marché quand vous êtes un producteur de chaussettes. L'aléa climatique va aller croissant, et donc le problème qu'il y a en agriculture, c'est que vous produisez structurellement en surproduction, puisque le but, c'est de couvrir les besoins alimentaires, même une mauvaise année. Alors là, ça veut dire que, par définition, le marché, les lois du marché peuvent difficilement rémunérer l'agriculteur, puisque vous devez être en surproduction, donc vous avez une tendance à baissière. Alors, l'un des principes pour réguler les prix du marché, il y en a plusieurs. Le premier, c'est évidemment l'intervention de la puissance publique, notamment en stockant et en déstockant. Exactement ce que font les banques, par exemple, qui vont réguler les cours des monnaies en produisant de la monnaie ou non. Sauf que là, on ne peut pas avoir une banque alimentaire centrale qui produit du blé quand il n'y en a pas, donc il faut avoir des stocks. Et d'où il faut avoir une politique publique de stockage. Donc on s'aperçoit à ce moment-là que la politique agricole doit être une politique alimentaire qui est beaucoup plus large que la politique agricole seule. Puisque la politique agricole a servi de politique alimentaire, en réalité, avec l'idée qu'on va saturer le marché, en fait. En produisant surabondamment, on règle le problème de la faim. Et comme on ne pourra plus... En utilisant moins de chimie, etc., la question que vous me voyez venir, c'est est-ce qu'on est capable de produire assez, d'avoir la productivité nécessaire pour nourrir finalement tout le monde ? Alors, là-dessus, je pense que tous les analystes sont clairs. Ça s'accompagnera d'un changement de régime alimentaire. Il faut voir qu'un des effets de la surproduction structurelle de céréales est qu'on a augmenté formidablement la consommation de produits carnés. Historiquement, vous avez plusieurs types de régimes alimentaires, mais globalement, vous avez les chasseurs-cueilleurs qui mangent beaucoup de viande et les peuples sédentaires qui mangent très peu de viande. Et on est dans ce paradoxe qu'on a créé une société sédentaire qui mange beaucoup de viande. Les populations chasseurs-cueilleurs sont très peu denses, les populations sédentaires sont denses. Donc de toute façon, la quantité de viande et de produits animaux est la grande variable d'ajustement. Puisqu'en gros, si vous prenez la sole française, vous avez 70% des céréales et oléoprotéagineux qui vont à l'alimentation animale. Alors Sylvie Brunel, elle vous répondrait que dans le monde, globalement, il y a plutôt un défisite. Je voudrais pas vous me faire... Totalement. Parce que vous dites globalement, il y a plus de gens dans le monde qui finalement qui souffrent d'un manque de protéines animales que de gens qui sont victimes d'un excès en quelque sorte. Oui, et surtout en France, on a la moitié de la superficie agricole qui sont constituées de prairies qu'on ne peut pas céréaliser parce que leurs sols sont pauvres. C'est des pentes, c'est extrêmement difficile. C'est vrai en Suisse aussi d'ailleurs. Alors, que les Européens mangent trop de viande et que d'autres pays puissent en manger un peu plus, c'est tout à fait possible. Je ne conteste pas. Là, je parlais de la question européenne, mais à la question que vous posez, est-ce qu'on nourrira tout le monde ? Il est clair que si on se nourrit de manière très végétarienne, et notamment c'est le rôle essentiel du soja, parce que le soja est une légumineuse qui a un acide aminé qui est la lysine, qui est un acide aminé qu'on a peu dans les légumineuses européennes. Donc si vous regardez les grands pays végétariens ou quasi-végétariens, ce qui était le cas de la Chine notamment, c'est des endroits où la culture du soja est très présente. Mais effectivement, si demain le soja du Brésil était utilisé pour nourrir les populations mondiales, on n'aurait pas de déficit protéique. Mais, vous voyez l'objection qu'on va vous faire, c'est-à-dire les préalables pour qu'on puisse mettre en place finalement ce qui est effectivement sur le plan des techniques agricoles tout à fait réaliste.
c'est le changement de société que ça nous impose. Ça fait peur. Bien sûr, mais le changement fait toujours peur, mais l'industrialisation du monde est un changement qui a fait disparaître des tas d'organisations sociales. Oui, je ne cache pas que la marche est haute. Après, quand vous êtes sur un escalier et que vous êtes l'escalier est en train de s'effriter sous vos pas, même si la marche est haute, vous la franchissez. Quel signe vous décelez qu'on va finalement dans le sens de la révolution que vous encouragez ? Disons qu'on peut voir un certain nombre de signaux faibles. D'abord, évidemment, un consensus croissant dans le monde scientifique. Alors après, est-ce que nos sociétés vont écouter les organes scientifiques ? Ça, c'est une autre histoire. Des sociétés qui ont disparu, il y en a des tas. C'est peut-être notre destin. C'était la question que posait Jared Diamond, de savoir si l'effondrement était notre destinée. Mais a priori, on a maintenant un consensus très large dans le monde scientifique. Et comme le monde scientifique est l'institution créée par nos sociétés pour dire ce qu'est le monde, a priori, on devrait les suivre. Non, mais le message que vous délivrez qui est très puissant, c'est de dire on peut nourrir tout le monde en étant effectivement moins orthogonal aux intérêts de la planète. Tout à fait. De toute façon, l'avantage de faire un modèle comme ça, c'est que ce n'est pas une prophétie. Je ne sais pas ce que demain les hommes font. C'est-à-dire qu'il est très clair que quand on parle de nourrir le monde, il faut être très clair. Un monde en guerre se nourrira pas. C'est-à-dire que si les relations internationales se dégradent, c'est sans doute pas les Français qui demain iront nourrir des pays en guerre totale. Donc la paix, et ça c'est historique, la paix est un préliminaire avant qu'on puisse se nourrir. Simplement, l'avantage de dessiner un modèle, c'est de voir qu'il y a une alternative possible. On n'est pas condamné simplement à faire ce qu'on a fait comme toujours et qui nous mène au désastre. Voilà, et on vous a présenté un petit peu deux visions de notre avenir et des choix qui se présentent à nous, finalement, pour continuer à nous nourrir en respectant, bien évidemment, la planète sur laquelle nous vivons. Le livre de Sylvie Brunel, Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre. C'est aux éditions Buchet-Chastel. Mathieu Calam, La révolution agroécologique. Se nourrir demain, c'est aux éditions du Seuil dans la collection La République des idées. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous expliquer vos visions de l'agriculture de demain.